Bonsoir à toutes et à tous d'être venus nombreux ce soir pour partager un moment important avec Madame Djemila Benabi, puisque lorsque, au mois de juin dernier, Gérard Vigneault, président de l'Institut d'éthique contemporaine, m'adresse un mail. Il me fait part en fait de son souhait de faire venir Djemila Benabi au patronage laïque Jules Vallès. Il est sûr que pour moi, il n'y a pas la moindre hésitation. D'autant plus que les dates qui étaient possibles étaient autour du 9 décembre, date symbolique s'il en est, puisque c'est, comme vous le savez tous, je pense, maintenant, la journée donc, nationale de la laïcité. Et donc pour le beau bâtiment dont j'ai la chance de diriger, c'est une date importante. Et donc je suis également extrêmement heureux de recevoir ici même Madame Benabi. Donc on sait aujourd'hui le combat de Djemila Benabi est difficile, semé d'embûches de toutes sortes, parcourant l'Europe et le Québec pour rappeler à tous et à toutes qu'il faut qu'il faut en fait ranimer l'idée laïque face à la progression du fondamentalisme religieux. Et ranimer l'idée laïque, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, souvent, la laïcité dans le débat public tellement dévoyée et aussi oubliée. Après la chute des grandes idéologies du XXe siècle, nous assistons à présent à un retour du religieux dans l'espace civil qui compromet la liberté de conscience et d'expression, la condition des femmes, l'éducation et toutes les libertés acquises. En 2012, le comité Laïcité République vous remet, Madame Benabi, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, le prix international de la laïcité. Cette 7e édition du prix, comme pour les précédentes, récompense une personnalité étrangère qui défend et promeut la liberté de conscience et l'égalité des citoyens, sans égard à leur engagement philosophique ou religieux. Cette année-là, le jury était composé d'une 50aine de personnes et il était présidé par Charb, le directeur de Charlie Hebdo, qui, comme vous le savez, devait décéder quelques 2 années plus tard sous les balles de fanatiques religieux en rupture totale avec tout idéal humaniste. Lors de cette récompense, vous voyez votre combat pour la sécularité de l'État récompensé. Maintenant, sans relâche, votre combat pour que le Québec se déclare un jour un État totalement laïque. Et à cette occasion, en 2012, vous déclarez « Je suis extrêmement gêné quand on parle de liberté religieuse. Je préfère le concept de liberté de conscience parce qu'il est beaucoup plus inclusif et il traduit la diversité d'opinions qui existe et les légitime. Ceux qui n'ont pas d'option religieuse existent aussi. Pour vous, les accommodements religieux sont dangereux, car ils ont tendance à avaliser les interprétations les plus intégristes d'une religion, parce que ce sont ceux qui ont la lecture la plus rigide de leur culte, qui ont tendance à exiger des accommodements. Vous déclarez lors de la remise du prix, quand on demande à l'État d'arbitrer la religion, il est forcé de valider des interprétations intégristes des religions. Donc, c'est un piège de se poser en arbitre. On légitime des interprétations intégristes et c'est là que la dérive commence parce que la prime est donnée aux intégristes, pas aux modérés. On demande à l'État de plier, de mettre le genou par terre pour accommoder des conceptions, disons-le franchement, qui sont à des années-lumière de ce qu'on est devenu et de ce qu'on incarne, ne serait-ce que par rapport à l'égalité des hommes et des femmes. On est dans une contradiction importante. Enfin, sans relâche, vous revenez sur le port du voile islamique et sur ce qu'il peut représenter d'oppression pour les jeunes filles notamment. Vous dites que le permettre à l'école, c'est donner l'option au père, à l'oncle, au frère, imposant ainsi son intolérance à sa fille, sa nièce ou sa sœur. Lorsque Gérard Vigneault me contacte,
vous venez de faire paraître à ce moment-là, c'était je crois en avril dernier, un article intitulé « Chers étudiants de Sciences Po et le courage d'être une femme libre ». D'où le titre ce soir de la conférence. Et c'est vrai que j'ai pris connaissance de cet article-là. Donc je crois que Gérard, vous m'avez appelé, c'était au mois de juin, donc un peu moins d'un mois, un mois et demi après cet article. Je lis l'article et c'est édifiant, évidemment. Vous y dénoncez une journée organisée à l'initiative des étudiants de Sciences Po, donc en avril dernier, hein, vraiment pas très longtemps, célébrant le voilement des femmes. Curieuse initiative. Et donc, vous posez alors cette question, vous posez aux étudiants cette question, d'où te vient cette faculté de rendre exotique l'annihilation des autres? Et vous proposez alors à ces étudiants d'inverser les rôles. Dans ce même article, vous demandiez aux étudiants de Sciences Po de se ressaisir, d'ouvrir les yeux, et surtout de se réapproprier leurs pensées afin de tracer leur propre chemin vers eux-mêmes et vers tout simplement l'humanité. S'arracher à la domination est le projet de toute une vie. Enfin, vous finissez cet article par ces mots « Sois digne et le courage d'être une femme libre ». Alors ce soir, Madame Benhabib, une des questions que je souhaiterais vous poser est, face à l'obscurantisme et au fanatisme religieux qui menacent aujourd'hui, comment pouvons-nous défendre nos idéaux républicains et particulièrement la place des femmes dans nos sociétés? Comment le courage et la liberté pourront faire plier toutes les soumissions et toutes les aliénations? Mais avant que vous y répondiez, je vais donner la parole à Gérard Vigneault, sans qui la rencontre de ce soir n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Merci. Bonsoir à tous. Un grand merci à Stéphane Gaulier, comme il le précisait, et au patronage laïque Jules Vallès, qui nous a invités courageusement. Je dis courageusement parce que beaucoup se sont dérobés et c'est un sujet pas facile que, par exemple, les mairies de Paris ont préféré ne pas voir chez elles. Et donc, Stéphane Gaulier a accepté de prendre ce risque, risque de sécurité, mais aussi surtout un risque de sujet. Voilà. Qui sommes-nous? Alors, nous qui organisons avec le patronage laïque Jules Vallès, donc c'est l'IEC, ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Institut d'éthique contemporaine. C'est un groupe de réflexion, c'est un think tank créé en 2011 qui rassemble une douzaine de personnes de spécialités diverses. Notre champ de réflexion est fort large. Successivement, nous avons abordé des réflexions sur l'évolution des mœurs, l'enseignement de la morale laïque, l'euthanasie, le mariage pour tous, l'éthique dans la politique, le débat sur la GPA. Et cette année 2016, donc, il s'est trouvé que la question de l'islamisme radical revenait très souvent, aussi bien dans notre groupe que dans les groupes qui tournent autour de nous. Et nous l'avons abordé comme nous avons abordé les autres sujets. Dans ces débats, donc, nous appliquons, afin que ces débats soient préparés, documentés du meilleur niveau possible, et que nous apportions des contributions utiles à tous et transmises aux décideurs qui voudront bien les entendre. Avec une ligne, une logique qui nous rassemble, comment construire une éthique progressiste, humaniste, universelle, qui puisse prendre le relais des morales religieuses de plus en plus décalées des mœurs dans la vie contemporaine. Ce soir, le sujet est l'islamisme radical, et plus particulièrement la place des femmes dans l'islamisme radical. Le pari fou des terroristes est de détruire nos valeurs, spécialement la laïcité, puisque la France est à l'avant-garde de la laïcité. Détruire notre cohésion sociale, détruire nos mœurs, jugées trop libres, détruire notre libre pensée. La solution est de nous rassembler et de faire front comme lors des manifestations l'année dernière, du début 2015, du 11 janvier, la grande manifestation où il y a eu 3 ou 4 millions de Français dans les rues. Et vraiment une fraternisation qui est la meilleure réponse possible au lendemain du massacre de Charlie Hebdo et qui devrait se continuer maintenant. Ce soir, donc, nous avons choisi Djemila Benhabib,
Je l'ai rencontré pour la première fois il y a tout juste un an. C'était dans un petit café à Saint-Denis et vraiment dans une salle survoltée, une ambiance inoubliable. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passait là, hein. Voilà. Alors, Djemila, journaliste, essayiste et l'auteur de plusieurs livres, Des soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, de l'automne des femmes arabes, de ma vie à contre-courant et d'après Charlie, qui est le plus récent. Prenons conscience que le communautarisme ouvre les portes à l'islam politique et que l'islamisme radical est un vrai danger pour nous tous. Djemila dénonce tous les arrangements que certains politiciens en recherche d'électeurs passent avec les religions. Subventions offertes, confusion entre le culturel et le cultuel, responsabilité offerte aux religions pour remplacer certains services publics. C'est un véritable combat que mène Djemila pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, comme vient de le dire Stéphane. C'est vrai, cette dimension de liberté de conscience est fondamentale pour sortir les femmes des intégrismes religieux et de l'islamisme en particulier. On peut dire que Djemila devient l'égérie de la lutte contre l'islamisme radical. Djemila, alors pour toi, est-ce facile d'être une femme libre ? Ça commencera de là quand même. J'ai intérêt à dire oui, c'est ça ? Alors, bonjour, je suis extrêmement heureuse d'être parmi vous ce soir. Je suis ravie d'être accueillie donc, au patronage laïque, d'autant plus qu'on a des locaux absolument sublimes. Et en fait, vous leur donnez de la vie à ces locaux par votre action quotidienne. Je reconnais dans la salle un certain nombre de militantes et de militants de la laïcité qui ont à cœur de défendre cet idéal. Je ne vais pas tous les nommer, évidemment, mais je suis extrêmement attentive à l'égard de votre action depuis de très, très nombreuses années déjà, et je vous remercie de poursuivre, y compris dans des moments difficiles que nous rencontrons, surtout depuis cette explosion, disons, de la violence à partir du 7 janvier de l'année 2015, c'est-à-dire à partir de la boucherie de Charlie Hebdo. Donc je vous suis infiniment reconnaissante à chacune et à chacun de poursuivre votre action au quotidien que je sais difficile. Je suis évidemment ravie d'être accueillie par Gérard, par le patronage donc, laïque, pour vous parler d'un sujet donc, qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années déjà, qui est celui de la place des femmes dans la cité, plus encore, comment le relier à la laïcité. Donc, je travaille sur la question des droits des femmes, sur la question des intégrismes religieux, mais je travaille aussi sur ce principe d'abord philosophique qui est celui de la laïcité depuis de nombreuses années déjà. En réalité, j'y suis parvenue par l'apport du féminisme. Donc, c'est parce que j'étais enfant témoin d'injustice à l'égard des femmes que j'avais vraiment envie de grandir très vite pour essayer de changer l'ordre des choses. Et l'ordre en fait, des choses était établi par une certaine forme, disons, de domination à l'égard des femmes. Parce que toutes les sociétés patriarcales, la société dans laquelle donc, j'habitais à l'époque étant la société algérienne, donc on nous dit qu'il y aurait un ordre naturel, qui est évidemment celui d'une hiérarchie naturelle, c'est-à-dire l'homme en haut, la femme en bas. Et donc cet ordre-là, c'est aussi l'ordre qui doit primer au sein de la cellule familiale. Et c'est ce même ordre qui se transpose dans la sphère privée, dans la sphère publique, pardon. Donc là, vous voyez tout de suite le lien établi entre la sphère privée, c'est-à-dire en partie la sphère familiale, la sphère publique, entre
le politique et l'intime. Et en réalité, cette domination qu'on nous dit naturelle, elle ne l'est pas du tout. C'est une domination qui est conçue, conceptualisée pour donner donc une primauté au masculin. Et je l'ai évidemment intellectualisé des années plus tard, mais au départ, c'est à travers mon regard d'enfant, un regard évidemment naïf, eh bien, que j'ai compris qu'il y avait au sein même de la famille de grands enjeux qui se jouaient. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la famille est le laboratoire de la domination. La famille est le laboratoire de l'exercice de la violence. Et ensuite, cette même violence qui s'exerce à l'intérieur de la famille, eh bien, elle se poursuit dans la cité, dans l'exercice du pouvoir. Donc, disons, rétablir une forme de justice, c'est prôner l'égalité. C'est prôner l'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est en même temps remettre en cause un système bien établi, qui est celui de la domination. Donc, on est en réalité dans un paradigme que l'on veut changer, que l'on souhaite changer pour atteindre cet idéal d'égalité. D'ailleurs, dans ce paradigme que l'on souhaite changer, personne n'y trouve son compte, même pas le dominant, parce que ma conviction profonde est que le dominant ne peut pas se satisfaire d'un tel système. Parce que le dominant étant le mal, il est craint. Lorsqu'il exerce son contrôle, lorsqu'il exerce sa domination, et il n'est jamais aimé en réalité. Et il y a une différence évidemment entre se soumettre et respecter et aimer. Donc cette réflexion, elle a mûri en moi pendant de nombreuses années, alors que j'habitais en Algérie, et que je rencontrais donc un certain nombre d'injustices à travers la condition d'abord des petites filles. Les petites filles étaient constamment reléguées à des tâches domestiques. En fait, une partie des petites filles, évidemment, donc il y avait toujours un homme dans la famille à servir. Donc il y avait évidemment le père, le frère, le cousin, l'oncle, le voisin, bref. Il y avait donc toujours quelqu'un à servir. Et chez moi, c'était différent. Dans ma famille, les choses se passaient différemment. Donc, il y avait une forme d'existence qui était faite, conjuguée sur un mode totalement différent au sein de ma famille. Et évidemment, j'en tirais parti. Donc, moi, je n'ai pas eu à me battre dans ma famille pour arracher quoi que ce soit. En réalité, la liberté, on me l'a donnée. Au sein de ma famille, j'entends. Donc, cela m'a permis d'aiguiser mon regard à l'égard de ce qui se passait dans la société. Et dans la société, il y avait bien entendu une rage de vivre de la part des petites filles, de la part des femmes, qui me touchait profondément. Et je n'ai jamais été insensible à ça. Donc une volonté d'être, de se réaliser, d'aimer, de faire des études, de gagner sa vie, de pouvoir être tout simplement. Et cette simple volonté d'être une femme libre, lorsqu'on l'a, eh bien, on se heurte évidemment à des contraintes qui sont d'abord d'ordre social au sein de la famille. Donc il y a des normes qu'on nous dit il ne faut jamais transgresser. Ces normes, elles tirent elles puisent leurs racines dans la culture profonde, mais aussi dans le religieux. Et
l'un et l'autre se mêlent. De toute façon, on ne sait pas très bien où commence l'autre et où commence l'un et s'arrête l'autre. Donc, disons que les sociétés patriarcales, en fait, méditerranéennes, ont connu plus ou moins le même cheminement, que les femmes appartenant à ces sociétés ont connu le même cheminement. Y avait-il réellement une grande différence entre les Grecs, les Italiennes, les Turques et les Égyptiennes dans les années 20 Je ne le pense pas vraiment. Mais une chose est sûre, certaines ont pris leur envol. Et d'autres ont vu leurs conditions se fragiliser. Et il s'agit de savoir pourquoi et comment. Il s'est joué un épisode en Algérie à partir des années 80, pour être plus précise, en 1984, autour précisément de la question de la condition des femmes. L'Algérie, donc, à l'époque, c'était un pays donc, à partie unique, et on a assujetti la condition des femmes aux droits donc, musulmans, c'est-à-dire à la charia. Et à partir de là, à partir de ce moment, il y avait un enjeu immensément important qui s'est joué. C'est-à-dire qu'on a en réalité soustrait cette sphère privée, donc cette sphère familiale, de tout ce projet d'émancipation nationale. Et ce laboratoire est devenu le laboratoire de l'exercice du pouvoir, de l'exercice de l'islam politique. Les islamistes, en réalité, ont été extrêmement intelligents. Ils ont, à partir des années 80, mis la main sur cette sphère de la condition familiale. Et donc, ça leur a permis de pénétrer la société. Ça leur a permis de travailler la société. Ça leur a permis, évidemment, d'asseoir cet ordre soi-disant naturel, qui est celui de la domination. Ça leur a permis de lui donner une coloration religieuse, une légitimation religieuse, si vous voulez. Alors, l'a-t-on vu à cette époque-là, à ce moment-là, ce qui se jouait? Nullement. On n'a rien vu. On n'a rien vu pour des tas de raisons, parce que d'abord, la condition des femmes, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Et en réalité, c'est pas sérieux quand on parle des femmes. Parce que franchement, il faut parler de choses sérieuses. Et les choses sérieuses sont l'économie. Ben là, il y a du cash. Le social. Donc, les démocrates algériens, à cette époque, étaient, disons, occupés à autre chose. Alors que les islamistes, eux, avaient une stratégie qui était bien définie, qui était celle de mettre la main sur le système éducatif et sur, évidemment, la condition de la famille, la condition donc des femmes. Eh bien, si on réfléchit bien à ces deux leviers, on remonte à la fameuse stratégie des frères musulmans, c'est-à-dire celle établie par Hassan al-Banna en 1928, qui dit tout simplement « Nous allons islamiser l'individu, ensuite nous allons islamiser la famille, et par ailleurs nous allons islamiser la société, et par la suite, donc l'État va devenir islamiste. » Donc, c'est une stratégie étapiste qui passe par un travail du corps à corps. Et évidemment, la femme est le pivot de cette pénétration de l'islam politique. Donc, autant, si vous voulez, il s'est joué quelque chose d'important qu'on n'a pas mesuré à cette époque-là, mais aussi se jouer à travers le système éducatif quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore tranché quel système éducatif donc, choisir. Est-ce un système donc, rationnel, au diapason donc, des normes universelles, ou bien un système donc, ayant un pied dans le religieux? Et cette ambiguïté est demeurée. Donc on avait le système éducatif était façonné de façon à avoir
un pied dans la modernité et un pied dans le religieux. Et si je vous restitue donc cette expérience algérienne, c'est tout simplement c'est une fenêtre pour comprendre l'ensemble des situations dans le monde musulman. On est tous passés, l'ensemble des pays sont pratiquement passés par là. C'est-à-dire par une mainmise sur la sphère donc, familiale et une mainmise sur la sphère éducative. Donc ce sont deux leviers qui ont totalement échappé à l'État, qui ont commencé à échapper à l'État. Et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qui se joue là? Eh bien, dans la sphère donc, familiale, c'est évidemment la liberté des femmes, l'ordre social, et dans le système éducatif, eh bien, c'est la liberté de conscience qui se jouait à cette époque-là. Donc, nous n'avions pas été éduqués, façonnés, formatés, si je puis me permettre, au respect de la liberté de conscience. Nous étions obligés de nous soumettre à un dogme, et donc il fallait annoncer le dogme. Personne ne nous posait la question donc, du respect de notre volonté, de notre liberté de conscience. Vous avez là deux paramètres extrêmement puissants à travers lesquels les islamistes ont bâti une stratégie qui leur a permis ensuite de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire d'accélérer l'islamisation et de la société et des institutions de l'État. Évidemment, cette stratégie, donc, elle s'exerçait donc, d'une façon, douce, tranquille, mais aussi d'une façon violente à partir des années 90. À partir des années 90, il y a des impératifs de violence qui s'exercent à l'égard de tous ceux qui remettent en cause cette condition des femmes imposée donc, par le régime de l'époque, mais aussi le système éducatif. Et donc, les démocrates algériens, en fait, ces doux poètes que j'aime bien d'ailleurs, ils se sont réveillés, en fait, avec une gueule de bois à un moment donné, en se disant « mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Il y a des choses qui nous ont échappé totalement. » On pensait donc exercer, avoir une activité militante intéressante, importante, productive, efficace, pertinente, et voilà que la société nous échappe totalement. En réalité, c'est la démonstration que ces questions d'ordre sociétal sont toujours immensément importantes et ne sont jamais à négliger. Or, ça a été précisément le cas de nombreux démocrates algériens donc, qui ont sous-estimé cette question sociétale. Donc cette expérience étant faite, acquise, j'ai compris à partir des années 90 qu'il ne pourrait pas y avoir d'émancipation pour les femmes sans le passage par la rupture avec le religieux. C'est-à-dire une stricte séparation entre les pouvoirs politiques et religieux. Et à partir de là, donc, je suis devenue une militante laïque. Je suis pratiquement née, je dirais, militante féministe, et je suis devenue, par la force des choses, à travers donc, cette conjoncture particulière des années 90 en Algérie, une militante laïque. En 1994, ce souci-là de domination, d'islamisation, d'accélération d'islamisation de la société, il est passé, y compris à travers des groupes paramilitaires, qui obligeaient les femmes à porter le voile. Donc je me souviens, en 1994,
il était question d'un ultimatum, de l'ultimatum du groupe islamique du salut pour imposer précisément aux femmes de se conformer donc à un code vestimentaire. Vous mesurez bien que cette histoire de code vestimentaire n'est pas seulement un code vestimentaire. Et je dois dire, n'est pas du tout un code vestimentaire. Mais c'est un uniforme, c'est un formatage. Beaucoup d'Algériennes ont résisté à cela. Et nous avions le choix entre deux alternatives, soit abdiquer, soit résister. Et beaucoup d'Algériennes ont résisté, beaucoup d'Algériens ont résisté. Parce qu'à cette époque-là, eh bien, nous mesurions qu'il se jouait là, à travers le corps des femmes, l'adhésion à un projet sociétal. Et évidemment, nous nous sommes donc réveillés brutalement, et nous avons rattrapé tout le temps qu'on n'avait pas pris pour méditer aussi sur l'expérience iranienne. L'expérience iranienne, donc celle de 1979, nous dit aussi que la révolution islamique, elle s'est faite à travers le corps des femmes. C'est-à-dire que le corps des femmes est devenu l'outil de la propagande de Khomeini. Donc à travers l'imposition du port du voile. Et je dois dire que c'est en réalité cet habit militaire qui s'est propagé un peu partout dans le monde. Et c'est facile, parce qu'ensuite, en réalité, donc, la révolution islamique iranienne, elle a exporté ce détestable habit, enfin que certains veulent mettre dans la catégorie habit, mais vous voyez que sa charge symbolique est beaucoup plus forte. Et donc, il a d'abord voyagé au sein du monde musulman. On l'a vu donc de façon nette en Algérie, entre, l'accoutrement des Algériennes dans les années 80 et 90, il y a un changement. Donc, autant dans mon école primaire, autant dans mon collège, le voile islamique était totalement ou pratiquement inexistant, mais autant ensuite au lycée, à l'université, donc il commençait donc à gagner du terrain. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit que les femmes, le corps des femmes est devenu le champ de bataille, investi par le régime islamique iranien. Donc, et ça veut dire que la stratégie, à partir de 1979, va devenir hyper efficace. Donc, d'abord une influence au sein des pays musulmans et par la suite, une influence considérable, d'abord en France et un peu partout dans le monde, donc dans le monde occidental, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. C'est précisément en 1989 que se pose la question du port du voile à l'école. Alors, c'est d'une pierre deux coups. C'est d'une pierre deux coups parce que on impose donc un paradigme politique, mais en même temps, on lutte, on combat l'école laïque. Et rebelote, la même question, est-ce que les démocrates français ont mesuré ce qui se jouait là à l'époque, en 89 ? Mais bien sûr que non. Parce qu'à l'époque, évidemment, il s'agissait de dire « Oh, mais pauvre elle, ces trois gamines, mais c'est pas grave, on va les intégrer, on va pas faire d'histoire. » Puis bon, on est toujours comme ça, on n'a pas envie de déplaire, on a envie d'être gentil avec tout le monde. Bon, c'est un peu la nature humaine. Et donc, cette question-là qui est centrale, en fait, c'est deux questions. La question du corps des femmes, la question de l'émancipation des femmes et la question aussi du rôle de l'école, du rôle de l'école laïque républicaine. À quoi faut-il qu'elle serve, cette école-là ? Est-ce que son rôle, c'est de reproduire le schème familial ?
Ou bien est-ce que son rôle, c'est de soustraire précisément ceux qui le veulent à leurs conditions, à leur origine? Eh bien, l'école laïque a précisément été conçue pour pouvoir soustraire, pour pouvoir offrir la chance à l'ensemble des gamines et des gamins. Que l'on s'appelle Aïcha ou que l'on s'appelle Chantal, c'est pareil pour tout le monde, c'est kiff-kiff. Et c'est la beauté de cette école. C'est précisément autour de cette rencontre, autour de ce mélange, qu'une nation peut se construire, qu'un projet politique peut prendre forme. Mais malheureusement, à partir de 1989, on commence à se poser la question, sans pour autant relier cette question à ce qui se passe dans le monde. Donc, en réalité, on veut régler la question en France en détournant les yeux de ce qui s'est passé en Iran en 1979 et de ce qui se joue en Algérie en 89. Et la conviction, en fait, profonde à cette époque-là, un peu naïve, évidemment, des Français, c'est pas grave, je parle à votre place, hein, vous voyez, je vous sais gentil, c'est de se dire, mais de toute façon, ce qui se joue en Algérie va rester en Algérie. Parce que, ici, c'est la France, et puis la France, c'est la France. Évidemment, la France, c'est pas l'Algérie, tout le monde sait ça. Et voilà, en fait, c'est autant les islamistes ont un projet transnational, pour eux, les frontières, ça n'existe pas. Mais vraiment, ça n'existe pas du tout. Pour eux, le monde est un simple terrain de jeu, avec des territoires à conquérir, les uns après les autres, à les faire tomber, les uns après les autres. Autant nous, on est segmentés dans notre pensée. On se dit, je vais m'arrêter aux simples frontières de la France parce que finalement, c'est plus facile. Et en réalité, on n'arrive pas à régler les problèmes de cette façon-là. Parce qu'on voit très bien que ce qui se passe en Algérie, à partir des années 89, commence à avoir de l'influence en France, mais pas seulement en France, dans le Maghreb, dans les pays du Maghreb, au Maroc, en Tunisie, en Afrique. L'Algérie étant cette porte vers l'Europe, mais aussi vers l'Afrique. À partir des années 90, on a une implantation du terrorisme, un début d'implantation du terrorisme en Afrique et en Europe. La France étant le premier pays donc, à avoir connu les attentats terroristes à partir des années 90. Ils étaient toujours signés, évidemment, GIA, l'AIS, GSPC, tout ça, c'est des acronymes de groupes paramilitaires, dont la source, évidemment, on revient, donc c'est le FIS, le Front Islamique du Salut. Donc tout le monde sait ça, évidemment. Et le Front Islamique du Salut, en fait, sa seule prétention, c'était de faire de l'Algérie un État théocratique, c'est tout. Donc on avait le modèle iranien, donc celui de 79, donc République islamique iranienne, et le deuxième pays ciblé par cette vague, par cette contagion, ça devait être l'Algérie. Donc c'était le deuxième pays qui devait tomber, qui devait devenir une république islamique. Alors, heureusement, ça n'a pas fonctionné comme ils l'ont voulu. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que, d'abord, les Algériens ont eu cette capacité de résistance incroyable, le peuple et les institutions. Et c'est là où on voit aussi que les institutions de l'État algérien, mine de rien, étaient des institutions solides. On était en guerre, la guerre était déclarée, et nous avions une armée contre une autre armée. Et on pensait que, on allait régler la question quelques années plus tard. La guerre a duré bien plus longtemps que nous le pensions. On faisait semblant de vivre comme ça. Et en réalité, ce qui est extraordinaire, en fait, dans cette histoire, mais ce qui est un peu triste aussi, c'est que cette guerre contre le terrorisme, nous l'avons, contenue. Et je peux même dire aujourd'hui que nous l'avons remportée. Par ailleurs, il y a une autre guerre que l'on a perdue. C'est la guerre contre l'islam politique. Parce que l'islam politique, c'est paradoxal, mais certes,
il a perdu donc, la bataille donc, de l'acquisition de l'État, du basculement de l'État, de ses institutions, mais il a continué à travailler la société. Et aujourd'hui, en réalité, si j'avais à comparer évidemment le degré d'ouverture de la société algérienne, donc avec voilà, 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui la société est davantage plus conservatrice, socialement, d'un point de vue social, comme le sont l'ensemble des sociétés dans le monde musulman. Donc, en fait, il y a deux tendances qui sont en train de se jouer. Il y a deux mouvements. Il y a évidemment un mouvement porté par la modernité qui continue donc de se battre, de résister, de revendiquer donc la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, la laïcité, l'abrogation de ce fameux code de la famille dont je vous parlais, mais il y a aussi eh bien, une vague islamiste qui est très forte, qui est portée en partie par l'État, mais pas seulement, qui est portée par un travail social extrêmement important. On investit les quartiers, on investit l'école, on investit la société, on investit les familles. Bref, on investit les mosquées, et il y a de l'argent. Il y a de l'argent parce que nous avons des États forts, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, mais pas seulement, les Émirats, mais pas seulement, qui eh bien, recrutent, qui font aussi avancer leurs projets politiques au sein même eh bien, des différentes sociétés musulmanes. Mais revenons à la France. Donc, bon, en 89, visiblement, on s'est planté. On s'est planté parce que on n'a pas vu, on n'a pas mesuré donc à sa juste valeur ce qui se jouait. Bien sûr, il y en a qui avaient compris. Il y en a qui ont compris. Vous vous souvenez tous de cette très belle lettre signée par Elisabeth Badinter, Régis Debray, Finkielkraut, Catherine Kinsler, j'en oublie une, et qui disait « bah non, ça ne marche pas. Le voile à l'école, c'est non. » Donc, qui ont affiché une fermeté et qui ont rappelé les idéaux de la République et de l'école. Et qui avaient compris, en réalité, que si l'on cédait, à ce moment-là, en 89, eh bien, on allait passer de recul en recul, de compromis en compromis, vers la compromission. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on a ouvert la porte à ce moment-là. On a un peu donc ouvert la porte, on a essayé d'acheter la paix sociale. Bien sûr, il y a eu cette loi de 2004, donc une loi d'interdiction du port des signes religieux ostensibles, comme on dit en France. Au Québec, on dit ostentatoire. Et c'était un bon pas. C'était un bon geste. Parce que, en réalité, à travers cette affirmation, on renversait le rapport de force. Parce qu'il y a toujours dans l'arrière-pensée de l'islamisme une volonté d'imposer un rapport de force. Et là, du coup, quand l'État donc exerce ses responsabilités, quand elle rappelle les exigences de l'école, eh bien du coup, on sent que l'État est présent. On sent que les pouvoirs régaliens, on sent que l'école continue d'être eh bien, le pivot. Mais malheureusement, on désinvestit l'école. Donc, en fait, on vit quelque chose de bizarre. C'est comme tout à l'heure, je le disais. Donc, dans les sociétés donc, musulmanes donc, qui sont traversées par deux courants, mais aussi dans la société française, bien, on est aussi traversé par deux courants. Donc un courant qui nous pousse, disons, à accepter ce type de compromis, et on se dit, bon ben ma foi, c'est pas grave, c'est un voile, c'est trois, et un autre courant qui dit, ne cédons pas sur les principes. Parce que là, si on commence à céder, eh bien, où va-t-on tracer la ligne ? Et rebelote,
Je veux dire, on pensait avoir résolu cette question, et cette question, en fait, elle se repose à travers la loi sur le port du voile intégral en 2010. En fait, on voit bien, on sent bien que on perd l'initiative politique. On est en mode réaction permanente. On réagit. On réagit à des stratégies qui sont hyper bien rodées, qui sont conçues. On réagit à des stratégies qui se sont appropriées la rhétorique des droits de la personne à partir des années 90. Donc à partir des années 90, il y a toute une musique qui commence donc à faire son chemin en disant, au sujet précisément du voile, c'est ma liberté, c'est mon choix, c'est mon droit. On se situe précisément dans le paradigme du droit individuel. Et on oppose le droit individuel à toutes les luttes collectives, à l'école laïque, et ainsi de suite. Donc on est dans une espèce de segmentation des droits. On met dos à dos, en fait, le droit individuel, c'est-à-dire le simple fait donc, de porter un uniforme, relève du droit individuel. En fait, c'est comme ça qu'on nous le présente. En fait, on accepte les termes du débat imposés par les islamistes. On ne comprend pas que le débat nous échappe totalement, qu'on ne maîtrise plus le débat. Et en réalité, eh bien, on se retrouve évidemment avec cette loi de 2010 que j'ai soutenue. Et j'ai soutenu la loi de 2004, mais que voulez-vous ? Pour moi, en tous les cas, ce sont des gestes qui sont bien, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce qu'on a en face de nous un projet politique qui opère sur différents modes, et y compris sur le mode de la violence. Et ça, on l'a bien vu à travers ce qui s'est joué avec Charlie Hebdo, c'est-à-dire d'abord l'épisode de la judiciarisation du débat. Donc Charlie Hebdo donc, traîné en justice pour le simple fait d'avoir repris des caricatures et reproduit des caricatures donc, danoises. Se joue là le chapitre de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté de conscience. A-t-on, oui ou non, le droit, dans un pays laïque, eh bien, à se foutre de la gueule des dieux ? Je sais qu'il y a une amie qui aime bien cette expression dans cette salle, se foutre de la gueule des dieux. Voilà. Enfin, et donc, que voulez-vous ? Là, ben, évidemment, la justice dit oui. Dit oui, on a le droit. On a le droit de rire de tout. Enfin, de tout, on s'entend quand même. Parce que tout le monde comprend que tout, ça veut dire moins l'islam. Enfin, sauf Charlie Hebdo, évidemment, qui sont vachement entêtés, qui continuent à faire ce que plus personne ne fait, c'est-à-dire considérer l'ensemble des religions sur un même pied d'égalité, puis continuer de rire eh bien, de tous les dieux, finalement. Pourquoi pas ? Ce sont des pouvoirs politiques. Pourquoi pas ? Et on voit bien que le fait de sous-estimer la capacité de l'adversaire l'amène à gagner du terrain. Parce que si, en fait, cette bataille juridique et judiciaire donc, a été gagnée en 2006, elle s'est encore rejouée en 2011. Et on a vu eh bien, que les solidarités à l'égard de Charlie Hebdo se sont érodées. C'est-à-dire qu'une forme d'autocensure s'est imposée, un silence donc, a commencé à gagner nos rangs, et donc il y a des tabous. Tout le monde sait qu'il y a des tabous. Et en fait, ça touche évidemment à la liberté de conscience, mais ça touche aussi à la liberté d'expression. Mais on recule. On est, oui ou non, est-ce qu'on est oui ou non en démocratie ? Et là, en fait, bon, moi, ça me fait rire, honnêtement, quand on dit on est hyper courageux, on organise des rencontres, mais on est dans une république laïque, quand même. Faut pas déconner. Enfin, je veux dire, la laïcité doit se vivre, non pas dans la honte, mais dans la fierté. Nous devons l'incarner, l'assumer. Et si nous reculons dans
l'incarnation, mais réelle, pas honteuse, de cette laïcité, qui va le faire? Qui va le faire? Eh bien, autant... Donc, autant nous sommes hésitants, autant les contre-pouvoirs qui existaient, donc voilà quelque temps, les contre-pouvoirs, c'est-à-dire évidemment les laïcs, le camp laïque, les féministes, la gauche, ces contre-pouvoirs ont été totalement fragmentés par l'islam politique. L'islam politique aujourd'hui nous a divisés. Nous a divisés entre des gens qui considèrent encore, il y a encore une tendance à gauche qui considère, eh bien, qu'il faut être gentil, quoi. Y compris avec les Kouachis. Parce que, bon, franchement, quand on s'appelle Kouachi, on a le droit, y compris, d'assassiner des gens. Écoutez, c'est ça. Quand on déresponsabilise une personne, eh bien, de l'acte le plus barbare, et quand on essaie de lui inventer tous les prétextes, eh bien, pensez-vous que c'est à son avantage? Mais c'est une insulte d'abord pour lui, parce qu'on le croit capable que du pire, alors que cet individu, il est aussi capable du meilleur. Et il faut lui dire, c'est une faute, c'est une erreur grave que tu as commise, parce que être citoyen, c'est pas ça. Mais c'est aussi une insulte à l'égard de l'ensemble des citoyens, des citoyennes de culture musulmane qui, eux, sont des citoyens, des citoyennes exemplaires dans leur vie de tous les jours, qui ont envie de vivre dans le respect de la République, qui ont aussi envie de bénéficier de la protection de la laïcité, parce que oui, la laïcité, c'est une protection. Mais malheureusement, il y a encore une gauche communautariste, islamo-gauchiste, qui a totalement cédé face à l'islam politique. Plus encore, elle est aujourd'hui unie avec l'islam politique. Donc elle a fait front commun avec l'islam politique. Moi, en réalité, cette gauche-là, je ne veux plus rien savoir d'elle.